Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Gilles Clavreul, qui est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé par le Premier ministre Manuel Valls en décembre 2014. 6 mois après, un plan d'action sur 3 ans a été lancé. Évidemment, avec les attentats, les nombreux débats qui agitent la société française, le climat sur ces questions-là est assez lourd, voire parfois délétère. On va d'abord peut-être commencer par les chiffres, à savoir le nombre d'actes racistes, antisémites, les derniers en date. Alors, je crois qu'il est juste d'abord de remettre un peu les choses en perspective. Lorsque j'ai été nommé, on était sur une tendance de hausse extrêmement forte des actes racistes, toutes catégories confondues, en particulier les actes antisémites qui, au cours de l'année 2014, avaient été multipliés par 2. Pour vous donner un chiffre précis, on recensait 851 actes antisémites en 2014 et tout début 2015, donc vraiment quand j'ai pris mes fonctions, après les attentats des 7, 8 et 9 janvier, on a connu une explosion des actes anti-musulmans, puisqu'on est passé de 133 pour toute l'année 2014 à 178 pour le seul mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une flambée à ce moment-là. Voilà le point de départ, c'est-à-dire une montée très forte des actes racistes. Ça a fait plus 22% sur l'année 2015. Mais en réalité, il y a eu 2 temps. Il y a eu une phase d'augmentation et puis à peu près à la mi-2015, un coup d'arrêt et une inversion très sensible des chiffres avec une décrue qui s'est confirmée depuis et qui ne s'est pas arrêtée. Malgré les attentats de novembre. Malgré les attentats de novembre et malgré l'attentat de Nice, puisque on a eu dans les 2 cas un petit ressaut des actes anti-musulmans, mais de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine d'unités supplémentaires. Donc rien à voir avec ce qu'on avait connu après Charlie et Montrouge et l'hypercachère. Et du côté des actes antisémites, une baisse très forte. Du côté des actes anti-musulmans aussi, tant et si bien que sur les 8 premiers mois de l'année 2016, on en est maintenant, dans les 2 cas, à respectivement 58% de baisse pour les actes anti-musulmans et 61% pour les actes antisémites. Et on rejoint les niveaux les plus bas que l'on observe depuis que l'on tient ces statistiques, en tout cas depuis le début du siècle. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il y a cette perception d'une montée du communautarisme, des tensions communautaristes. On a même vu le patron des services français dire aux parlementaires qu'il craint une espèce de guerre civile en France, que certains décident de prendre la justice entre leurs mains. Et vos chiffres? Alors, je crois que on analyse des phénomènes différents. Et il faut bien expliquer que c'est pas paradoxal. On a une violence et une tension qui s'expriment aux marges de la société française de façon évidente. Elle se traduit de 2 façons, par la prospérité de l'extrême droite identitaire, que l'on voit s'afficher de façon extrêmement virulente, notamment sur les réseaux sociaux, et également des formes de communautarisme, de repli identitaire, essentiellement de nature d'inspiration religieuse, qui là aussi suscite Islamiste, des autant le dire. islamistes, absolument. Et je mets de côté la question terroriste, qui est encore autre chose. Pour autant, le cœur de la société française, lui, et ça, beaucoup d'enquêtes le démontrent, notamment la dernière livraison de l'enquête conduite chaque année par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, montre un indice de tolérance, c'est-à-dire une attitude générale à l'égard de l'autre, à l'égard de celui qui a une religion différente ou une origine différente, montre que la société française est plutôt plus tolérante et qu'elle réagit, tout particulièrement dans des moments de crise comme les séquences post-attentat, qu'elle réagit avec beaucoup de résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de sentiment de responsabilité collective, que ce n'est pas parce que nous sommes soumis à des horreurs et des atrocités qu'il faut verser dans ce dans quoi les terroristes d'ailleurs veulent nous entraîner, c'est-à-dire des affrontements de nature identitaire. Alors, il y a beaucoup de débats en France, le Burkini, entre autres, un camp décolonial, entre guillemets, qui a eu lieu cet été. Vous avez pris des positions assez marquées qui vous ont valu beaucoup de critiques en affirmant que finalement, vous prenez parti contre les musulmans, souvent. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Oh, c'est pas du tout le sujet. Je crois que faut faire attention à toutes les formes d'essentialisation, y compris de la part de ceux qui disent « nous représentons les musulmans », alors qu'en réalité, ce sont des collectifs qui défendent des positions très bien, grand bien leur face. Mais d'abord, c'est la moindre des choses dans le débat démocratique que l'on puisse se confronter sur les idées. Moi, je mène des débats de fond. J'oppose des arguments à un certain nombre de faits, à un certain nombre de
propositions qui sont faites et je ne suis jamais dans l'invective, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde, comme vous l'aurez observé sur ces sujets. J'ai juste pointé du doigt un certain nombre de contradictions dans un discours qui se prétend antiraciste et qui en réalité fait tout pour mettre en opposition des races essentialisées. Alors qu'on dise que Donc vous dites que c'est pas biologique, mais que ce sont des constructions sociales, très bien. Je l'entends très bien, et ça, c'est déjà documenté dans les sciences sociales. Mais quand on l'utilise à des fins politiques pour dire la société est construite de telle façon, et quasiment depuis toujours, que vous avez les blancs qui oppriment tous les non-blancs, et qu'il n'y a pas moyen de sortir de ce système-là, là, nous sommes dans un discours typique d'essentialisation. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pas ça l'antiracisme. L'antiracisme, si on n'accepte pas l'idée au départ que tous les hommes sont égaux et qu'ils participent de valeurs universelles, je ne vois pas comment on peut lutter contre le racisme. Vous parlez même de nouveau racisme. Dans ce cas-là, vous êtes attaqué à des personnalités comme Tariq Ramadan, le parti des indigènes. On a l'impression quand même qu'il y a une tension parce qu'on ne sait pas exactement où tracer la limite. Et vous dites qu'en France, il y a une limite claire et qu'elle ne peut pas être dépassée. Il y en a une, notamment, qui est le respect de la loi. On ne peut pas se débiner, comme le fait Tariq Ramadan, sur la question de la lapidation, en disant « oui, c'est compliqué, c'est un problème culturel, on va décréter un moratoire et puis on verra bien ce qu'on en fera ». Non, la lapidation, c'est une abomination. On ne peut pas de la même façon défendre, ou en tout cas ne pas remettre en cause la polygamie en disant « c'est un choix comme un autre, c'est comme l'homosexualité ». Comme le fait le directeur du CCIF. Non, la polygamie est interdite par la loi. Le collectif contre l'islamophobie. Voilà, exactement. Donc ça, il y a des limites très claires. Il y a des valeurs dans notre société. Et il ne s'agit pas de les opposer de manière identitaire, comme le font certains, il faut le dire. C'est-à-dire comme le fait l'extrême droite, d'opposer de soi-disant valeurs occidentales à des valeurs qui seraient celles des musulmans. D'abord, on ne parle pas là des valeurs des musulmans. Les propositions qui sont défendues par des gens comme Tariq Ramadan ne sont pas celles et ne correspondent pas à la culture religieuse de la plupart des musulmans de France. C'est un premier point. Et puis d'un autre côté, il ne s'agit pas de parler de valeurs occidentales, ce sont tout simplement les valeurs universelles. Ce sont les droits de l'homme et en particulier les droits des femmes. Vous refusez le concept d'islamophobie, si j'ai bien compris. Pourquoi ? Je suis très réservé sur l'emploi du mot parce que s'il mélange des choux, des carottes et des navets, et il est utilisé de façon intentionnellement et délibérément polémique. Quand on utilise le mot islamophobie, on englobe des actes qui sont punis et réprimés par la loi, typiquement l'agression physique d'un homme ou d'une femme à raison de sa religion. C'est dans le code pénal, ça doit être puni très sévèrement, et c'est ce que nous faisons. En ce qui me concerne, j'ai saisi le procureur de la République à 80 reprises pour des propos de haine de toute nature sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de propos de haine dirigés contre les musulmans. Donc ça, c'est une chose. Mais quand on met également dans la rubrique islamophobie une décision de retrait d'agrément contre un agent de sécurité d'une plateforme aéroportuaire au motif qu'il a des comportements qui relèvent de la radicalisation et donc des éléments qui laissent penser que son comportement est problématique au regard du respect des règles de sécurité, il n'est pas question de discrimination contre les musulmans, il est question de sécurité. De la même façon, quand on ferme une école, comme vient de le faire la justice à la demande de la ministre de l'Éducation nationale, une école privée hors contrat, non pas parce qu'elle est musulmane, non pas parce qu'elle est intégriste, mais bien parce que la qualité de l'enseignement et les conditions des accueils des enfants sont à ce point déplorables, je pèse mes mots, qu'il n'y a absolument qu'une chose à faire, c'est de la fermer. Lorsqu'on voit le CCIF une nouvelle fois prendre fait et cause et lancer une campagne pour défendre cette école, on se dit que là, il y a un vrai problème. Justement, il y a un problème d'amalgame entre défendre les droits des musulmans et défendre des intégristes. La défense des intégristes, ce n'est pas la défense des musulmans. Donc pour vous, c'est une arme politique, l'islamophobie. Absolument. C'est un mauvais concept. Je ne dis pas qu'il y a de bons mots dans l'antiracisme. Tous les mots de l'antiracisme sont compliqués. D'ailleurs, on parle d'antiracisme alors qu'on postule par ailleurs que les races n'existent pas. Il faut avouer que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc je ne m'arrête pas sur l'imprécision du mot, ce n'est pas tellement le sujet, mais je dis qu'il est utilisé d'une façon tellement polémique qu'on ne sait plus de quoi on parle. Mais pourquoi, par exemple, y a-t-il alors un distinguo sur l'antisémitisme ? Pourquoi on vous l'a aussi reproché de dire que l'antisémitisme, c'est un petit peu différent quand même du reste du racisme ? Pourquoi le racisme anti-noir ou anti-arabe ? C'est pas moi qui le dis, c'est un sujet qui est beaucoup discuté chez les chercheurs. Et d'ailleurs, pour que ce ne soit pas, que les choses soient clarifiées, que ce ne soit pas seulement une question
d'opinion ou de position personnelle. On a fait travailler avec le ministère de l'Éducation nationale un certain nombre de chercheurs à des outils, des fiches d'explication sur un certain nombre de concepts. Racisme et antisémitisme en est un, laïcité en est un autre. Et si vous allez voir sur le site de Canopé, donc qui est le site des ressources à destination des enseignants, vous avez une fiche qui explique qu'historiquement, on a d'abord parlé d'antisémitisme parce que dans l'histoire des racismes modernes, c'est l'antisémitisme qui a émergé en premier et de quelle façon et avec quelle virulence dès la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, l'une des premières institutions à avoir lutté contre toutes les formes d'intolérance, c'est celle qui s'appelait la LICA, dans un premier temps, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, fondée au milieu des années 20 et qui, beaucoup plus tard, en 1979, s'est appelée la LICRA, pour ajouter le R de racisme, parce que depuis longtemps déjà, en réalité, elle ne luttait pas seulement contre une forme de racisme qu'est l'antisémitisme, mais contre beaucoup d'autres. Alors, je pourrais continuer les explications historiques, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que, comme par le passé d'ailleurs, et comme sous l'Allemagne nazie, le juif joue une fonction particulière qui n'est pas quelque part dans la hiérarchie des races, c'est-à-dire généralement à une place inférieure, mais qui est plutôt un rôle de parasite général de l'ensemble de l'équilibre du monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve la figure du juif dans toutes les théories du complot. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais fondamentalement, ce qui est reproché aux juifs, c'est pas tellement d'être un être inférieur, c'est d'être la corruption même de l'ordre du monde, celui qui tire les ficelles dans l'ombre à son propre profit. C'est en cela qu'il y a une spécificité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une place dans la hiérarchie des haines qui distingue et qui place l'antisémitisme comme une chose plus importante, mais il y a des ressorts intellectuels particuliers, tout comme il y en a d'autres pour les autres formes de racisme. Merci beaucoup Gilles Claverol d'être venu sur notre plateau. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.